Juin 1942. Un unique char soviétique bloque une division allemande entière. Les Allemands sont sous le choc. Leurs obus ricochent sur lui comme des billes. Mais savez-vous ce qui est le plus cruel? Ce char n'a pas été tué par l'ennemi. Il s'est tué lui-même. Aujourd'hui, nous allons analyser la course technologique la plus brutale de l'histoire de l'humanité. Vous verrez comment le KV-1 soviétique est passé du statut de roi invulnérable du champ de bataille à celui de cible sans défense face aux tigres allemands. Nous vous montrerons le moment où le blindage soviétique s'est fissuré, obligeant les équipages à survivre par pure folie et par des attaques au bélier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous découvrirez la réponse préparée par les ingénieurs soviétiques. Une réponse de calibre 122 mm, capable d'arracher les tourelles des poids lourds allemands et de transpercer les bâtiments de part en part. Rapports secrets de la Wehrmacht. Erreur fatale de conception et lien invisible entre un cordon de soudure à Tcheliabinsk et un tir à Berlin. Regardez jusqu'au bout pour comprendre pourquoi même les mécanismes allemands parfaits se sont brisés sur l'acier brut russe. 22 chars détruits, 8 véhicules de transport de troupes, des dizaines de canons écrasés par les chenilles. Ce n'est pas une ligne extraite d'une citation pour médaille, ni un tract de propagande. C'est la facture présentée à la Wehrmacht par un seul et unique équipage au cours de 8 heures de boucherie ininterrompue. C'est la comptabilité sèche de la guerre, où la monnaie d'échange sont les obus perforants et les vies humaines. Juin 1942. Hameau de Rossochnaya. La chaleur est telle que l'air tremble au-dessus du blindage, déformant l'horizon. La poussière envahit les narines, crisse sous les dents, se dépose sur les coulures d'huile de la transmission. À la bifurcation des routes se tient un KV-1 solitaire. 47 tonnes d'acier allié transformé en point d'appui immobile. Dans son dos, à peine à quelques kilomètres, se trouve un hôpital de campagne. Il y a là des centaines de blessés, incapables de fuir. Si le char recule, ils seront simplement écrasés par les chenilles. L'équipage n'a pas le choix. Ils n'ont qu'un ordre, une épaisse plaque frontale et des munitions qu'il faut dépenser avec une précision chirurgicale. Le commandant du char, le lieutenant Volkov, regarde à travers l'épiscope. Le verre est trouble, rayé, mais à travers lui, on voit parfaitement l'horizon s'assombrir sous le nombre de véhicules allemands. La 216e division d'infanterie de la Wehrmacht, renforcée par un point blindé, avance avec assurance. Ils marchent comme à la parade, soulevant des nuages de poussière grise. Ils ne savent pas encore que ce carrefour deviendra le cimetière de leurs ambitions. Pour eux, ce char soviétique solitaire est un obstacle agaçant, une erreur sur la carte qu'il faut effacer avant de poursuivre vers Stalingrad. Perforant, repère 2, distance 800. La voix de Volkov dans le casque radio résonne sourdement, sans émotion. Ce n'est pas l'ordre d'un héros, c'est la commande d'un opérateur sur sa machine. Perforant prêt, répond le chargeur. Le bruit de la culasse qui se ferme claque comme une grille de prison. Le premier coup de canon déchire le silence visqueux de la matinée d'été. 76 mm d'acier et d'explosifs percutent le Panzer III de tête. Le char allemand n'explose pas joliment comme au cinéma. Il tressaille simplement, comme s'il avait heurté un mur invisible, et une fumée épaisse et grasse commence à s'échapper de ses écoutilles. La colonne s'arrête. Le travail commence. Un travail lourd, sale, physiquement épuisant, de destruction de matériel. À l'intérieur du KV-1, la température monte rapidement à 40 degrés. La ventilation ne suffit pas. Les gaz de poudre brûlent les yeux. On a un goût de cuivre et de brûlé dans la bouche. Le chargeur travaille comme un automate. Le poids de l'obus unitaire dépasse les 6 kg. Soulever, engager, s'écarter du recul. Soulever, engager, s'écarter. Et ainsi des dizaines de fois de suite. Les muscles se gorgent d'acide lactique.
Les mains tremblent. Mais le cycle ne peut être interrompu. L'arrêt de la chaîne de mort signifie la fin. Les Allemands reprennent vite leurs esprits. Ce sont des professionnels. Leur artillerie se déploie, les chars entament une manœuvre d'encerclement. Les obus commencent à marteler le blindage du KV. D'abord rarement, puis comme la grêle sur un toit en tôle. C'est ici que commence l'épreuve de physique. Les canons allemands de 50 mm, fierté de la Panzerwaffe, se révèlent impuissants. L'obus PZGR 39, conçu pour percer les blindages légers et moyens, se comporte de manière imprévisible en frappant la tourelle moulée du Kliment Voroshilov. Il ne transperce pas le métal. Il se pulvérise en poussière, ne laissant que des marques peu profondes, ou ricoche avec un hurlement à percer les tympans. C'est un coup de marteau sur une enclume. L'énergie cinétique est colossale, mais le vecteur de force est amorti par l'épaisseur et l'angle d'inclinaison de l'acier soviétique. « Commandant, 2 sur le flanc gauche !» Le cri du pilote mécanicien fait irruption sur les ondes. « Vu, rotation gauche, courte !» La tourelle tourne lentement. Le moteur électrique de l'entraînement bourdonne à la limite, luttant contre le poids de la structure de plusieurs tonnes. Volkov ne ressent pas la peur. La peur est un luxe. Il n'y a que le calcul de l'anticipation et le contrôle de la température de l'huile. Si le moteur surchauffe, le char deviendra un cercueil. Le diesel V2 à 12 cylindres rugit derrière la cloison, dévorant le gazole et rejetant des volutes de fumée bleuâtre. Un impact. Encore un. À l'intérieur du char, le vacarme est inimaginable. Chaque fois qu'un obus frappe le blindage, l'équipage subit une commotion. Le sang coule du nez et des oreilles. La tête bourdonne comme si on y avait fait sonner une cloche. La vision se rétrécit au tunnel étroit du viseur. Mais il n'y a pas de panique. Il y a de la colère. La colère froide et calculatrice de gens qui comprennent. Tant que le blindage tient, ils sont les dieux de la guerre. L'infanterie allemande tente de s'approcher pour lancer des grenades sur le compartiment moteur. Volkov passe à la mitrailleuse. La DT-29 crache du plomb en longues rafales, coupant les silhouettes grises de la machine. Le char pivote sur place, écrasant sous ses chenilles les canons anti-chars que les Allemands, en désespoir de cause, amènent en tir direct. Le craquement des affûts et des os humains est inaudible derrière le rugissement du moteur, mais il se ressent à travers les vibrations de la coque. À midi, le combat se transforme en une boucherie monotone. Devant le char fume déjà un tas de ferraille. Les Allemands engagent des obusiers de 105 mm. Les obus explosifs ne percent pas le blindage, mais ils arrachent les équipements extérieurs. Ils emportent les caisses de pièces de rechange, brisent les phares, tordent les garde-boue. Le viseur est déréglé, les périscopes brisés. Volkov tire en s'orientant à travers le canon lors du chargement, en ouvrant la culasse. C'est une violation de toutes les instructions. Mais les instructions s'écrivent dans des bureaux, alors qu'ici, on survit. « Les obus !» râle le chargeur. « Il reste 5 explosifs. Vise les chenilles, on va les prendre au bélier !» ordonne Volkov. Les pilotes mécaniciens, dont les mains ne peuvent plus lâcher les leviers, lancent le monstre de 47 tonnes vers l'avant. Le KV-1 accélère. C'est l'inertie d'un rocher en chute libre. Un Panzer IV allemand tente de reculer, mais trop tard. Le choc. Le grincement du métal déchiré couvre même la canonnade de l'artillerie. Le KV s'encastre dans le flanc de l'ennemi, écrasant le train de roulement, transformant le mécanisme allemand complexe en un tas de débris. 8 heures. 8 heures de combat ininterrompu. Quand le silence tombe, il semble plus fort que les coups de feu. Les Allemands se replient. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont affronté. Selon leurs calculs, il devait y avoir ici une batterie fortifiée, un bunker, une ligne de défense. Ils ne croient pas qu'une seule machine les a arrêtés. Volkov ouvre l'écoutille.
L'air frais, mêlé à l'odeur de brûlé, frappe le visage comme de l'ammoniac. Il s'extrait difficilement sur la tourelle. Ses jambes ne le portent plus. Il regarde le blindage de son char. Il ressemble à un paysage lunaire. Il n'y a pas un endroit intact. Des bosses, des éclats, des sillons de ricochets. Plus tard, lorsque les réparateurs arriveront sur les lieux, ils feront le compte. Un compte scrupuleux, technique. 161 impacts. 161 fois, la mort a frappé à la porte de cet équipage. Et 161 fois, l'acier soviétique a répondu par un refus. Aucune pénétration traversante. Seulement des bosses et les noyaux des obus allemands fichés dans le blindage comme de hideuses échardes. Ce n'est pas un miracle. Les miracles n'existent pas. C'est le résultat du travail des technologues qui ont choisi la bonne composition d'additifs d'alliage. C'est le résultat du travail des soudeurs qui ont posé des joints sans la moindre micro-fissure. C'est le résultat du travail de l'équipage qui est devenu partie intégrante de la machine, son système nerveux et son cerveau. Volkov allume une cigarette. Ses mains tremblent tellement que l'allumette se casse. Il regarde les carcasses fumantes des chars allemands. L'hôpital a été évacué. La mission est accomplie. Mais il sait que ce n'est que le début. Ce n'était qu'un jour, un seul combat. Et devant eux, Stalingrad. Et là-bas, les règles du jeu changeront. Le métal a tenu, mais les hommes tiendront-ils quand l'ennemi cessera de commettre des erreurs? Le silence qui plane sur le carrefour près du hameau de Rossochnaya pèse plus lourd que le fracas du combat récent. La poussière est retombée, révélant le panorama du cimetière des ambitions allemandes. Au milieu des carcasses fumantes des panzers et des canons anti-chars écrasés, il est là. Le KV-1. Immobile, sombre, effroyablement entier. Il ne brûle pas. La tourelle n'est pas arrachée. Les chenilles sont en place. Il s'est simplement tu, comme fatigué de tuer. Un groupe d'officiers du renseignement technique de la Wehrmacht s'approche de la machine. Ils avancent prudemment, comme vers un prédateur endormi qui pourrait se réveiller à tout moment. Dans leurs mains, pas d'armes, mais des pieds à coulisses, des mètres rubans et des carnets. Leur mission, procéder à l'autopsie. Comprendre pourquoi ce monstre russe a arrêté une division entière. Pourquoi la fameuse tactique allemande du Blitzkrieg s'est brisée sur ce morceau de fonte et d'acier. Un Oberleutnant du génie passe la main sur le blindage. Le métal est encore chaud. La pente rugueuse et brute de la tourelle moulée est criblée de marques. Ce sont les traces des impacts. Les ingénieurs commencent à compter. 1, 2, 10, 50. Les voix baissent, l'incrédulité s'y infiltre. Ce n'est pas juste une statistique, c'est une sentence. 161 impacts, constate sèchement l'officier en refermant son carnet. Aucune pénétration. 161 obus. 37 mm, 50 mm, même les mégots de 75 mm des premiers Panzer IV. Tout l'arsenal disponible pour la Wehrmacht à l'été 42 s'est révélé inutile. Les obus perforants allemands, sommet de la pensée chimique et métallurgique de Krupp, se transformaient en éclaboussures métalliques ou restaient coincés dans le blindage soviétique visqueux comme des raisins secs dans une brioche. L'un des ingénieurs extrait au couteau un noyau coincé. Il est déformé, aplati. L'énergie cinétique de l'impact était monstrueuse, mais l'acier soviétique de marque 42S l'a absorbé sans même se fissurer. Cela contredit toutes les tables de tir que ces officiers ont apprises dans les académies militaires. Selon leurs calculs, à une distance de 500 mètres, un obus de 50 mm devrait percer 60 mm de blindage. Ici, sur le KV,
Il y a 75 mm, plus l'inclinaison, plus la qualité du moulage que les Allemands considéraient comme primitive. Le moulage primitif s'est avéré plus solide que la science allemande. « Pourquoi s'est-il arrêté ?» demande l'officier supérieur. « Si nous n'avons pas pu le tuer, pourquoi est-il immobile ?» L'écoutille du pilote est ouverte. L'ingénieur descend à l'intérieur. Ça sent le gazole, la sueur et l'embrayage brûlé. L'étroitesse est incroyable. Comment les Russes combattent-ils dans ces boîtes en fer? L'ergonomie est absente. Les leviers sont durs. Les pédales demandent l'effort d'un haltérophile. L'ingénieur examine la transmission. Le verdict est instantané et décevant. La boîte de vitesse, la voix sortant des entrailles du char, sonne sourdement. L'embrayage principal a grillé. Les engrenages sont détruits. Le moteur tourne, mais le char ne peut plus bouger. Les officiers allemands échangent des regards. C'est un choc. La machine n'a pas été arrêtée par leur canon, ni par leur génie tactique. Elle a été arrêtée par son propre poids et l'imperfection de sa transmission. Le char soviétique s'est tué lui-même par surcharge. Sans cette panne, il aurait pu continuer à les écraser jusqu'à épuisement du carburant. « Ce n'est pas un char », marmonne l'un des ingénieurs en essuyant le cambouis de son gant. « C'est un monstre préhistorique, brut, mal dégrossi, mais absolument invulnérable. » Le rapport d'inspection part immédiatement vers le haut commandement. Les téléscripteurs claquent, transmettant les chiffres secs au QG du groupe d'armée et de là à Berlin. Au quartier général d'Hitler, ce rapport fait l'effet d'une bombe. Le Führer est furieux. Le mythe de la supériorité technique de la race aryenne se fissure. Comment est-ce possible? Des sous-hommes, des Slaves, ont créé une machine que le noble obus allemand ne peut entamer. Les généraux se justifient. Ils parlent de hasard, d'exemplaires uniques. Mais les statistiques sont implacables. Les chars KV et T-34 se rencontrent de plus en plus souvent. Et chaque fois, pour les détruire, il faut amener des canons anti-aériens de 88, la seule chose capable de percer cette peau. Mais les canons anti-aériens sont peu nombreux, encombrants et visibles. Les divisions blindées ont besoin de leur propre argument. C'est précisément ici, sur le carrefour poussiéreux de Rossochnaya, que meurt définitivement la stratégie de la guerre éclair. Les chars légers, capables de percer rapide, ne sont plus les rois du champ de bataille. Ce sont des cibles. À Berlin, une décision est prise qui changera le cours de la guerre. L'ordre est catégorique. L'Allemagne a besoin du Tigre. Il faut un char lourd, capable de porter un canon de 88 mm et d'avoir un blindage que les Russes ne perceront pas. La course aux armements passe à un nouveau niveau. Ce n'est plus une compétition de moteur et de vitesse, c'est une bataille d'épaisseur de blindage et de calibre de canon. L'industrie allemande reçoit un coup de pied. Les bureaux d'études de Porsche et Henschel passent en régime de travail continu. Ils doivent créer un monstre qui dévorera le KV. Et près de Rossochnaya, les soldats allemands contournent avec méfiance le char soviétique figé. Ils se prennent en photo devant lui, mais il n'y a pas de triomphe dans leur sourire. Dans leurs yeux, il y a la peur. Ils comprennent. Si les Russes réparent la transmission, s'ils apprennent à faire rouler ce tas d'acier de manière fiable, la guerre sera longue et terrible. L'inspection est terminée. Les ingénieurs rangent leurs outils. Ils emportent des échantillons de blindage et la compréhension que le temps joue contre eux. Le char reste debout comme un monument à sa propre puissance et à sa propre faiblesse. Son blindage est idéal. Son cœur, le moteur V2, est puissant. Mais ses articulations, la transmission, ont failli. Ce diagnostic, posé par l'ennemi,
est déjà connu de l'autre côté du front. À des milliers de kilomètres de Rossochnaya, dans l'Oural, ce rapport est lu par de toute autre personne. Et pour eux, le mot « transmission » ne sonne pas comme une sentence, mais comme une mission de combat. Dans les bureaux de l'usine de tracteurs de Tcheliabinsk, la lumière ne s'éteint pas, même la nuit. Là-bas, on sait, le blindage a tenu. Maintenant, il faut forcer ce métal à bouger sans se casser. Et cette bataille ne sera pas moins cruelle que le combat en encerclement. Tcheliabinsk, Tankograd. Ici, il n'y a pas de ligne de front sur les cartes, pas de tranchées ni de barbelés. Mais l'air ici a la même odeur qu'en première ligne. Gazole brûlé, fer rouge et tension humaine extrême. Ici se joue une guerre à part. Une guerre pour des microns de tolérance, pour des pourcentages de carbone dans l'acier, pour des secondes sur la chaîne de montage. C'est l'arrière qui forge la victoire. Mais le prix de cette forge est la ressource humaine, qui se consume aussi vite que le carburant dans un moteur. Dans le bureau du constructeur en chef Joseph Kotin, la lumière ne s'est pas éteinte depuis 3 jours. Sur la table, par-dessus les plans de transmission, repose ce même rapport de Rossochnaya. Le papier est sec, administratif, mais les chiffres qu'il contient hurlent. 161 impacts. Le blindage a tenu. C'est le triomphe de la métallurgie soviétique. Mais à côté se trouve un autre document, le relevé des réclamations sur le train de roulement. Les boîtes de vitesse cassent après 100 km de marche. Les embrayages brûlent. Le char lourd KV, ce monstre invulnérable, s'immobilise lui-même. Nikolai Doukov, ingénieur principal, brise nerveusement son crayon. Son visage est gris de manque de sommeil, ses yeux rouges. Il comprend la physique du processus mieux que quiconque. Nous l'avons surchargé, Joseph Yakovlevitch. La voix de Doukov est rauque, usée par le tabac. 47 tonnes sur une transmission calculée pour 40. Les engrenages ne supportent pas le couple. Nous avons créé une forteresse au pied d'argile. On ne peut pas enlever de blindage, répond Kotin durement, sans doute. Les Allemands préparent de nouveaux calibres. Si nous allégeons le char, nous signons l'arrêt de mort des équipages. Il faut renforcer les arbres, chercher de nouveaux alliages. Maintenant. Maintenant, à Tankograd, signifie hier. Il n'y a pas de temps pour les essais. Toute modification sur le plan part immédiatement à l'atelier, dans le métal. C'est une expérience risquée, où le prix de l'erreur devient la vie d'un équipage, quelque part près de Voronezh ou de Rostov. Dans l'atelier d'assemblage des coques, règne un bourdonnement qui fait vibrer le sol en béton. Le fracas des marteaux pneumatiques, le hurlement des meuleuses, le rugissement des ponts roulants, c'est la symphonie d'un enfer industriel. Ici, il n'y a ni jour ni nuit. Il n'y a que des quarts de 18 heures. Les gens dorment directement près des machines, sur des caisses de chiffon, se couvrant de bâches. Vera Ogorodnikova, 18 ans, ajuste son masque. Son visage est couvert de suie. Des cernes noires marquent ses yeux. Elle est soudeuse. Dans ses mains, un porte-électrode, l'outil dont dépend l'intégrité de la coque. La température de l'arc électrique est de 6000 degrés Celsius. C'est un petit soleil qu'il faut dompter et diriger dans la jointure des plaques de blindage. Vera ne pense pas à l'héroïsme. Elle pense au fait que ses bras sont engourdis par le poids du câble et que son estomac est vide. Le cordon de soudure n'est pas juste l'assemblage de 2 morceaux de métal. C'est l'étanchéité, c'est la solidité. Si le joint est poreux, si la main tremble et laisse un défaut de pénétration, alors, à l'impact d'un obus, la plaque de blindage éclatera le long de la soudure. Et alors, l'onde de choc transformera l'équipage en chair à pâté. « Ogorodnikova, pourquoi cet arrêt ?»
Le chef d'atelier lui hurle dans l'oreille, couvrant le bruit de l'usine. Les électrodes collent, Sergueï Petrovitch. La tension saute. Vera relève son masque. À la place des cils, des moignons brûlés. Soude comme ça. Le front n'attend pas. On a un plan de 30 machines pour le matin. Si tu ne fais pas la norme, je coupe ta ration. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la logique de la survie. Le contremaître sait. Si les chars ne partent pas au chargement aujourd'hui, demain, une division allemande percera le front. Vera rabat son masque. Flash. L'arc siffle. Le métal en fusion goutte dans le bain de fusion. Des étincelles pleuvent sur le bleu de travail, brûlant le tissu, mordant la peau. Les brûlures sont une marque professionnelle, comme les cales chez un terrassier. La douleur s'émousse, il ne reste que l'automatisme des mouvements. Amorcer l'arc, guider l'électrode, garder l'écartement, changer le mégot. Répéter 1000 fois. Le char ici, dans l'atelier, a l'air différent de sur le champ de bataille. Ce n'est pas une redoutable machine de guerre. C'est un jeu de construction de milliers de pièces qu'il faut assembler. Les patins de chenilles gisent en montagne. Chaque patin pèse plus de 20 kg. Ils sont portés par des adolescents et des femmes. Ils s'esquintent, se brisent le dos, mais le convoyeur avance. Le tapis roulant rampe inexorablement, comme le temps. La logistique de Tankograd est un miracle au bord de l'effondrement. Les livraisons d'additifs d'alliage échouent. Pas de nickel, pas de molybdène. Les technologues changent la recette du blindage à la volée, essayant de préserver sa dureté. Chaque char est un compromis entre le plan idéal et la dure réalité de la pénurie. Kotin et Doukov descendent dans l'atelier. Ils marchent le long de la rangée de machines inachevées. L'odeur de peinture et de solvant prend au nez. Ils s'arrêtent au niveau du compartiment de transmission d'un des KV. « On a renforcé le carter ?» demande Kotin au contremaître. « Affirmatif. » Et les pignons de la deuxième vitesse ont été trempés selon le nouveau schéma, par courant haute fréquence. Ça devrait tenir. Ça devrait. Tout l'espoir réside dans ces mots. Personne ne sait avec certitude. Il n'y aura pas d'essai sur polygone. Le polygone, c'est le front. Dans la travée voisine, on installe une tourelle. La construction de plusieurs tonnes flotte dans l'air au bout des câbles de la grue. La grutière, assise tout près du plafond dans la fumée des gaz, descend la tourelle avec une précision d'orfèvre sur le chemin de roulement. Une erreur d'1 millimètre, et la tourelle se coincera. Le char est un cordon ombilical reliant la soudeuse à Tcheliabinsk et le tireur à Stalingrad. Ce lien est matériel. L'énergie dépensée par Vera Ogorodnikova, ses calories brûlées, son manque de sommeil, tout cela est conservé dans le métal pour ensuite, au combat, se transformer en protection pour l'équipage. Chaque défaut d'assemblage ici, à l'arrière, se paiera par du sang là-bas, à l'ouest. Un copeau dans la conduite d'huile, c'est un moteur calé sous le feu. Un boulon mal serré, c'est un galet arraché. Au matin, les portes de l'atelier s'ouvrent. Des volutes de vapeur s'échappent dans l'air glacial de l'Oural. Les chars sortent dans la cour de l'usine. Ils ne sont pas encore peints en blanc. Ils sont vert foncé, moroses. Les moteurs toussent en chauffant. Les pilotes mécaniciens de l'équipe de livraison de l'usine les montent sur les plateformes ferroviaires. Le chargement se fait au rythme d'une marche forcée. Les plateformes s'affaissent sous le poids des machines de 47 tonnes. Les chars sont fixés par des câbles. Vera regarde le train partir à travers la vitre sale de l'atelier. Elle n'a pas la force de faire un signe de la main. Elle regarde simplement son travail. Ce même cordon de soudure sur le flanc gauche de la tourelle numéro 412. Elle sait que ce char partira là où c'est l'enfer. Elle ne connaît pas les noms des tankistes qui s'y assiéront, mais elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Le métal est fusionné à mort.
Le train donne un coup de sifflet et s'ébranle. Les roues claquent sur les joints. Ce rythme est repris par tout le pays. Le métal coule vers l'ouest, là où la Volga fait un coude et où se joue le destin du monde. Les chars partent pour Stalingrad. Leur blindage garde encore la chaleur des mains des ouvriers de Tcheliabinsk. Mais bientôt, les flammes des combats urbains le chaufferont à blanc. La course à la survie continue et les enjeux augmentent à chaque kilomètre parcouru. L'arrière a joué son coup. C'est maintenant au tour du front. C'est maintenant au tour des hommes qui mèneront ces machines dans le couloir de feu. Automne 1942, Stalingrad. Ce n'est plus une ville avec des avenues et des places. C'est une géométrie de ruines, dessinée par le feu et la suie. Ici, les lois du manuel de campagne ne s'appliquent pas. Ici, il n'y a pas de ligne d'horizon. Seulement de la brique cassée, des armatures qui dépassent et les orbites des fenêtres vides d'où la mort regarde dans votre nuque. Le lieutenant Volkov est de nouveau en action. Sous lui, un nouveau KV-1 modernisé avec une transmission renforcée. Le salut de Vera Ogorodnikova et de milliers d'ouvriers de Tcheliabinsk. Mais ici, dans ce sac de pierre, même cette machine semble être une bête maladroite prise au piège. La mission est posée de manière extrêmement stricte. Percer un couloir vers le groupe du colonel Gorokov, coupé dans la zone de l'usine de tracteurs. Distance, seulement 800 mètres. Mais à Stalingrad, 800 mètres sont une infinité qui se mesure en vie. Le char rampe dans une rue étroite. Les chenilles grincent sur les pavés, broyant des débris de meubles et de verre. Le canon pointe tantôt à gauche, tantôt à droite, cherchant une cible. Ici, l'ennemi est partout. À la cave, au grenier, au coin de la rue. « Mécanicien, ne dors pas, garde les tours !» crie Volkov dans son laryngophone. « Je tiens, commandant. C'est visqueux ici, des éboulis. » La voix du mécanicien se brise. Le premier coup vient d'en haut. Des grenadiers allemands au 3e étage d'une maison en ruine. Une grappe de grenades tombe sur le compartiment de transmission. L'explosion est sourde, mais la coque tremble comme si on avait laissé tomber le char d'une grande hauteur. Rapport. Moteur normal. Radiateur intact. Le mécanicien réagit instantanément. Les grilles sur le compartiment moteur les ont sauvés. Mais ce n'est que le début. D'une porte cochère tire un canon anti-char allemand PaK 40. L'obus de 75 mm frappe le flanc de la tourelle presque à bout portant. Distance 30 mètres. Le tintement est tel que l'équipage a un voile noir devant les yeux pendant 1 seconde. Le blindage tient. Il tient encore. Mais à l'intérieur, sous le choc, de petits éclats de calamine se détachent, se plantant dans les visages des tankistes comme des shrapnels. « Explosif! Dans la porte cochère !» Volkov essuie le sang de son sourcil avec sa manche. La tourelle n'a pas le temps de pivoter. Le mécanicien prend l'initiative. Il tire brusquement le levier gauche. Le char, moteur rugissant, se jette sur le mur de la maison, couvrant de son corps le secteur de tir. La maçonnerie de briques s'effondre avec le fracas d'une cascade. La poussière obstrue instantanément les épiscopes. Visibilité nulle. « Commandant, le tireur ne répond plus !» crie le chargeur. Volkov se retourne. Le tireur radio, assis en bas, a glissé de son siège. Un morceau d'armature, entré par la fente de visée lors du choc contre le mur, dépasse de sa poitrine. Où était-ce un éclat de blindage lors de l'impact? Pas le temps de comprendre. « Laisse-le! On ne peut plus l'aider! Charge !» L'intérieur du char devient étroit par la présence de la mort. L'odeur du sang se mêle à celle du gazole, créant un cocktail nauséabond. L'équipage est réduit, mais la fonction de la machine doit être remplie. Volkov s'assoit lui-même à la mitrailleuse tout en continuant de commander.
La rue est barrée par une barricade. Un tramway, rempli de sacs de sable, est renversé en travers de la route. Derrière lui, de l'infanterie et des nids de mitrailleuses. Impossible de contourner. À gauche, le mur de l'usine. À droite, une maison d'habitation en feu. « À l'abordage! Plein gaz !» L'ordre sonne comme une condamnation pour la machine. Le KV-1 accélère. 47 tonnes d'acier percutent le tramway. Le grincement du métal contre le métal couvre tous les bruits du combat. Le tramway s'écrase comme une boîte en carton, volant sur le côté. Le char franchit le tas de débris, son nez se cabre vers le haut, exposant son ventre sans défense. À ce moment, on leur tire dessus de toutes parts. Les obus tambourinent sur le fond de caisse, sur les galets, sur la tourelle. Ce n'est plus une fusillade, c'est un passage à tabac. Le char se transforme en enclume sur laquelle on frappe avec une dizaine de marteaux simultanément. Les ampoules d'éclairage éclatent. À l'intérieur, c'est l'obscurité, coupée seulement par les éclairs des tirs de leurs propres canons et les étincelles des impacts extérieurs. « Feu! Feu! Feu !» Volkov travaille comme un robot. Obus, douille, tire, obus, douille, tire. Le chargeur tombe sur le plancher du compartiment de combat. Il n'est pas blessé, il a juste perdu connaissance à cause du monoxyde de carbone et de l'épuisement. Le ventilateur ne vient pas à bout des fumées de poudre. Volkov lui donne un coup de botte. « Debout! Debout, bordel! On n'est pas encore arrivé !» Le chargeur, toussant et râlant, se relève. Son visage est noir de suie, ses yeux sont fous. Il saisit l'obus suivant. La mécanique du corps humain fonctionne à la limite, au-delà du possible. Le char enfonce la barricade et débouche sur une petite place devant les ateliers de l'usine. On les attend ici. 3 chars allemands Panzer III sont disposés en demi-cercle. Distance, portée de pistolet. Volkov comprend. On va les fusiller par les flancs. Le blindage est solide, mais pas tout puissant. 3 canons contre 1. Mécanicien, en zigzag, ne les laisse pas viser. Le KV commence à faire des embardées, changeant de direction. Le premier rebut allemand ricoche sur le masque du canon, partant dans le ciel comme une comète hurlante. Volkov attrape le char le plus proche dans son viseur. Tire. La tourelle de l'Allemand saute de son chemin de roulement. Les 2 autres ouvrent un feu nourri. Les coups pleuvent l'un après l'autre. À l'intérieur du char, quelque chose éclate avec un fort sifflement. De l'huile brûlante gicle sur le dos du mécanicien. « Conduite d'huile percée! La pression chute !» crie le pilote. Ils ont des minutes avant que le moteur ne serre. Le char meurt. Mais il bouge encore. L'inertie de la lourde machine la porte vers l'avant. Volkov tire son dernier obus, perforant sur le 2e Allemand. À côté, l'obus érafle le blindage, faisant jaillir une gerbe d'étincelles. « Et prône-le !» râle Volkov. Le KV percute le 2e char allemand, s'accrochant à lui avec ses chenilles. Cliquetis, grincement, hurlement des moteurs. Le char soviétique est plus lourd. Il écrase simplement sous lui la machine allemande plus légère, l'enfonçant dans la terre de Stalingrad. Le 3e Allemand, voyant cette folie, commence à reculer, disparaissant dans les ruines. Le moteur du KV tousse et cale. Le silence tombe instantanément, ouaté, lourd. À travers le bourdonnement dans ses oreilles, Volkov entend des cris « Oula !» venant des bâtiments de l'usine. Ils ont percé. Le couloir est ouvert. Volkov essaie d'ouvrir l'écoutille. Ses mains ne lui obéissent pas. Ses doigts sont tordus par une crampe. Ils sont si recroquevillés qu'ils ne peuvent saisir la poignée. Il pousse l'écoutille avec l'épaule. L'acier cède. Dehors, c'est une journée grise de Stalingrad. La poussière est suspendue dans l'air en une suspension dense. Des fantassins en veste ouatée courent vers le char.
Ils frappent avec leurs crosses sur le blindage, crient, étreignent les chenilles. Volkov rampe sur le blindage. Il regarde son char. Ce n'est plus une machine. C'est un morceau de ferraille martyrisé. Plus de garde-boue, plus de phare, plus de caisse. Toute la coque est marquée de profonds sillons, comme si des rats géants l'avaient rongée. D'une brèche à l'arrière, coule de l'huile noire, se mêlant à la boue. Comme du sang. On extrait le pilote par l'écoutille du mécanicien. Il est inconscient. Son dos est brûlé par l'huile. Le corps du radio est remis aux mains des infirmiers. « Combien ?» demande un capitaine d'infanterie qui s'est approché, désignant le char de la tête. « Plus d'une centaine », répond doucement Volkov en regardant les marques des obus. Il a tout pris sur lui. Le char est mort pour que les hommes puissent passer. Volkov caresse le blindage rugueux et brûlant de la tourelle. Il sent le métal refroidir, rendant sa dernière chaleur. Le couloir de la mort de Stalingrad est franchi. Mais devant, il y a encore des milliers de couloirs pareils. Et pour eux, il faudra de nouvelles machines et de nouveaux hommes, prêts à fondre leur vie dans la victoire. Tandis qu'à Stalingrad, le métal tordu refroidit, à 2000 km à l'ouest, dans les forêts près de Kummersdorf, règne le silence. Ici, ça ne sent pas le brûlé et les corps en décomposition, mais les aiguilles de pin humides et la graisse. C'est le polygone de la Wehrmacht, un laboratoire de la mort où la guerre est transformée en science exacte. Ici, pas d'émotion, pas de cris de blessés. Il n'y a que la balistique, la résistance des matériaux et le calcul froid. Au bord du champ, comme condamné à l'exécution, se tient un KV-1 capturé. On l'a amené du front de l'Est. Sur sa tourelle, par-dessus l'étoile rouge, on a peint une croix blanche. Le char est vide, pas d'équipage. Mais la machine rayonne encore d'une puissance morose qui a terrorisé la Panzerwaffe pendant 2 ans. Les ingénieurs allemands ont rapiécé les vieilles brèches, lavé la suie. Maintenant, c'est simplement la cible numéro 12. Un échantillon standard de blindés lourds soviétiques. En face, à une distance de 1500 mètres, camouflé dans une lisière, se trouve un canon. Ce n'est pas le heurtoir habituel de calibre 37 mm, et même pas un canon de 50 mm. C'est un canon long et prédateur de calibre 88 mm. Le fameux 8-8, un canon anti-aérien descendu du ciel sur la terre pour tuer des chars. Maintenant, il n'est pas installé sur un affût, mais dans la tourelle d'un nouveau monstre d'acier. L'Oberstleutnant von Stein porte ses jumelles à ses yeux. Les lentilles Carl Zeiss donnent une image parfaitement nette. Il voit les cordons de soudure sur la tourelle du KV, voit la texture grossière de la fonte. Pour lui, ce char est un symbole de barbarie. Une bête forte mais primitive qu'il faut apprendre à tuer d'un seul coup. Distance 1500, perforant, commande von Stein. Voix calme, quotidienne, comme s'il commandait un café dans un bistrot berlinois. Le bruit du tir du canon de 88 mm KWK-36 diffère de tout ce qui a résonné sur le front auparavant. C'est un craquement sec, brutal, se transformant en un fracas roulant. Le frein de bouche amortit le recul monstrueux, soulevant un nuage de poussière. L'obus, pesant 10 kg, vole à une vitesse de 800 mètres par seconde. La physique est implacable. L'énergie de l'impact est telle que l'air autour de la trajectoire se comprime. Impact. Von Stein ne voit pas de ricochet. Il ne voit pas de gerbe d'étincelles montées vers le ciel. Il voit un éclair directement sur la plaque frontale du KV. Et une seconde plus tard, de la fumée s'échappe des écoutilles ouvertes du char soviétique. Cible touchée. Examinez le résultat,
ordonne l'officier. Un groupe d'ingénieurs en combinaison propre monte dans une Pubelwagen et roule vers la cible. Von Stein marche en premier. Il s'approche du cavet et passe sa main gantée sur les bords de la brèche. C'est un trou parfaitement régulier. Les bords du métal sont fondus. L'obus a traversé 75 mm d'acier comme un couteau chauffé à blanc traverse du beurre. Il n'a pas seulement percé le blindage, il est entré à l'intérieur, a conservé son énergie et a pulvérisé la culasse du canon, le râtelier de munitions et les mannequins simulant l'équipage. Regardez ça, Hermann. Von Stein s'adresse au représentant de la firme Henschel. Le mythe est détruit. Fini la vulnérabilité. Nous avons trouvé la clé de leur porte. L'ingénieur hoche la tête, notant les données sur sa tablette. L'épaisseur du blindage est insuffisante pour notre calibre. Jusqu'à 2 km de distance, nous détruisons le cavet à coup sûr. Nous transpercerons les T-34 de part en part avec le moteur. À ce moment, le héros de la fête sort du hangar. Le Tigre. Char modèle 6. 57 tonnes de génie allemand. Il est énorme. Son blindage est vertical, sans angle d'inclinaison rationnel, mais son épaisseur est de 100 mm à l'avant. Les larges chenilles claquent, broyant le sol. Le moteur Maybach tourne régulièrement, avec un grondement bas et guttural. Comparé au cavet, trapu et profilé, le Tigre ressemble à un fort mobile, anguleux, carré, écrasant. À l'intérieur, de l'espace, une optique excellente, un volant à la place des leviers. Ce n'est pas un tracteur pour la guerre, c'est une limousine de la mort. Von Stein grimpe sur le blindage du Tigre. Il sent la vibration de la puissante machine. Il a entre les mains l'arme absolue. Désormais, la distance de combat change. Les Russes ont l'habitude de laisser approcher les Allemands à 500 mètres pour frapper à coup sûr. Maintenant, ils mourront sans même avoir vu l'ennemi. Le Tigre peut tuer à 2 km. C'est une exécution. C'est un safari où le chasseur est en totale sécurité. Cependant, en descendant à l'intérieur du cavet fusillé pour une inspection détaillée, Von Stein tombe sur un détail qui rabat son arrogance. Il voit une inscription gravée sur la face interne du blindage, près de la place du pilote. Probablement laissée par l'un des prisonniers russes pendant que le char était transporté vers l'arrière. Je meurs, mais je ne me rends pas. Von Stein fronce les sourcils. Il regarde les leviers grossiers, le siège dur, l'absence de ventilation. « Nous avons percé leur acier », dit-il doucement, s'adressant davantage à lui-même qu'aux ingénieurs. « Mais regardez cette misère. Comment combattent-ils là-dedans? C'est étroit, il y fait une chaleur infernale. Et pourtant, ils nous ont arrêtés pendant 2 ans. »« C'est du fanatisme, Herr Oberst », répond l'ingénieur. « Techniquement, la machine est primitive. La soudure est grossière, les tolérances sont énormes. Notre Tigre, c'est une horloge. Et ça, c'est une masse. Une masse peut casser une horloge si elle frappe la première, rétorque Von Stein. Nous avons donné au front un bras long. Maintenant, l'essentiel est que les équipages aient le temps de tirer avant que les Russes ne partent à l'abordage. Parce qu'au combat rapproché, notre Tigre est maladroit. Le soir du même jour, un train avec de nouveaux chars quitte la gare. Les plateformes sont renforcées. Le poids du Tigre est excessif pour les wagons standards. Les chars sont couverts de bâches, mais les freins de bouche caractéristiques dépassent, promettant un massacre imminent. L'Allemagne mise sur la qualité. Un Tigre doit valoir 10 kV. C'est la logique des technocrates qui croient que la guerre est une équation que l'on peut résoudre en augmentant le calibre et l'épaisseur du blindage.
Mais von Stein, regardant le train s'éloigner, ressent un froid étrange. Il se souvient des rapports. Les Russes apprennent vite. Si le KV est devenu vulnérable, ils ne vont pas simplement s'asseoir et attendre la mort. Ils inventeront autre chose. La course n'est pas finie. Elle est juste passée dans la phase des poids super lourds. L'époque des duels de chevaliers est terminée. L'époque de l'extermination industrielle, aux distances limites, commence. Sur le front de l'Est, on ne connaît pas encore le Tigre. Les tankistes de Volkov croient encore en leur blindage. Ils considèrent 75 mm comme une protection fiable. C'est une illusion dangereuse. La mort est déjà en route. Elle voyage dans des wagons de chemin de fer, brillants de peinture grise fraîche, et porte dans son ventre 88 mm d'arguments contre tout héroïsme soviétique. Bientôt, très bientôt, près de Leningrad et Koursk, ces deux mondes s'affronteront. Et alors on verra ce qui est le plus solide, l'optique allemande ou la fureur russe. L'équilibre des forces est rompu. Le prédateur est sorti chasser, et l'ancien roi du champ de bataille, le KV-1, s'est instantanément transformé en gibier. Juillet 1943. L'arc de Koursk. Gare de Prokhorovka. Le soleil est au zénith, mais il n'y a pas de lumière. Le ciel est couvert d'un voile noir de pétrole en feu et de terre sèche projetée vers les nuages. Ici, sur un étroit secteur du front, deux avalanches d'acier se sont rencontrées. Des milliers de moteurs rugissent à l'unisson, créant une vibration basse fréquence qui fait trembler le diaphragme et saigner du nez. Ce n'est plus de la tactique, c'est un hachoir industriel, où la densité du feu dépasse toutes les limites imaginables. Le lieutenant Volkov est de nouveau dans l'écoutille. Son KV-1, vétéran des combats, couvert de cicatrices de soudure et de pièces rapportées, semble maintenant petit. Autour brûlent les 34. Ils s'embrasent instantanément, comme des boîtes d'allumettes. Volkov voit la tourelle d'un char voisin être arrachée et projetée à une dizaine de mètres. Ce n'est pas la physique d'un coup au hasard qui est à l'œuvre, c'est le calcul précis des pointeurs allemands. Sur les ondes, c'est le chaos. Des cris, des jurons, des appels à l'aide et des ordres que personne n'entend. Repère, la plantation, char à droite, distance 2000. La voix de l'observateur tourne au hurlement. Volkov se colle à l'épiscope. 2000 mètres. Pour son canon de 76 mm ZIS-5, c'est une portée hors limite. Il ne voit même pas nettement les silhouettes de l'ennemi. Et de là-bas, de la brume de l'horizon, volent déjà les traçantes. Impact. La terre devant la chenille du KV se soulève en fontaine. Les éclats frappent le blindage. Ce ne sont pas des obusiers, c'est un tir direct. « Arrière! Mécaniciens! Arrière toutes! Dans le ravin !» hurle Volkov. Son cerveau, entraîné par des années de guerre, reconstruit instantanément l'image du monde. Avant, ils étaient les rois. Ils pouvaient sortir en plein champ, s'arrêter et fusiller l'ennemi, encaissant les coups sur le blindage. Maintenant, les règles ont changé. La distance de la mort a changé. Les tigres et panthères allemands frappent à 1,5 km. Leurs canons longs transpercent le front du KV comme du papier. Le blindage qui les a sauvés près de Rossochnaya n'est plus une garantie de vie. C'est maintenant juste un poids superflu qui empêche d'échapper aux coups. « Commandant, il nous voit !» Le mécanicien arrache les leviers. Le char recule, brisant les broussailles. Le moteur hurle au régime maximum. À ce moment, à 100 mètres sur la droite, un autre KV explose. Un obus de 88 mm est entré pile dans le masque du canon. Détonation instantanée des munitions. La machine de plusieurs tonnes disparaît simplement dans une boule de feu. Volkov sent une sueur froide couler dans son dos sous sa combinaison imprégnée de sel. Le chasseur est devenu gibier. Maintenant,
Leur seule arme, ce sont les plis du terrain et la ruse. Volkov pousse le char dans un vallon. Ici, dans le creux, ils sont invisibles pour les canons à longue portée allemands. Mais impossible de rester assis. Les Allemands avancent. « Charge l'obus sous-calibré !» commande Volkov. Ils n'ont que 3 obus sous-calibrés. Des bobines, comme les appellent les tankistes. Légers, avec un noyau en tungstène. Ils peuvent percer le blindage du Tigre, mais seulement à distance de poignard. 500 mètres. Mieux vaut 300. Pour survivre, il faut laisser la mort approcher à portée de bras. L'équipage se tait. Ils comprennent. Maintenant, commence un jeu de cache-cache avec la mort. Volkov voit à travers les buissons le flanc du coin blindé allemand. Devant marchent les lourds Tigres. Carrés, sur 2. Ils ne manœuvrent pas. Ils n'en ont pas besoin. Ils avancent simplement et tuent tout ce qui bouge. Attendre, chuchote Volkov. Attendre. Le cœur bat dans la gorge. Le fracas des chenilles des chars allemands approche. La terre dans le ravin tremble. Les parois s'effritent. 800 mètres. Proto. À une telle distance, l'obus du KV ricochera simplement sur l'acier cémenté allemand. 600 mètres. L'Allemand tourne sa tourelle dans leur direction. A-t-il remarqué? Non, le canon passe, cherchant des cibles sur la colline. 400 mètres. Volkov voit le numéro sur le flanc du Tigre. 3, 1, 0. Il voit les patins de rechange sur la tourelle. Il voit le commandant dans l'écoutille, qui regarde aux jumelles par-dessus les têtes des tankistes soviétiques. « Mécanicien, courte, en haut !» Le KV-1 bondit hors de l'embuscade en rugissant. C'est un saut du désespoir. Le char surgit sur la crête du ravin, exposant son flanc, mais ouvrant une ligne de tir sur le flanc de l'Allemand. « Feu !» Tir. À une distance de 350 mètres, l'obus sous-calibré vole presque en ligne droite. Il percute le flanc du Tigre, juste derrière les galets, là où le blindage est plus fin et où sont situés les réservoirs de carburant. L'éclair est aveuglant. Le char allemand tressaille, comme s'il avait trébuché. Du compartiment moteur s'échappe une colonne de flammes haute de 3 étages. Le moteur à essence Maybach s'embrase instantanément. « Touché! Il brûle, l'enfoiré !» crie le chargeur, oubliant le règlement. « On décroche! À gauche, derrière les fumées !» coupe la joie de Volkov. Ils en ont eu un. Mais il y en a des dizaines ici. La tourelle du Tigre voisin pivote déjà dans leur direction. Le long canon avec son frein de bouche cherche la victime. Les secondes s'étirent en éternité. Le mécanicien jette le KV sur le côté, utilisant la carcasse brûlante de l'Allemand détruit comme bouclier. Explosion. L'obus du Tigre frappe le char déjà mort derrière lequel Volkov s'est caché. L'onde de choc frappe les oreilles. Les éclats du blindage allemand cinglent la coque du KV. Nous sommes vivants. Pour l'instant. Toute la journée se transforme en un carrousel d'horreur. Surgir, tirer, partir. Surgir, tirer, partir. Aucune attaque frontale. Seulement des morsures au coin de la rue. Le KV-1, créé pour percer des lignes fortifiées, est obligé de mener une guerre de partisans au milieu d'un champ dégagé. Le soir, il ne reste plus d'air dans le char. Les ventilateurs brassent de la fumée chaude. L'équipage est devenu sourd, abruti par la fatigue et la peur constante. Les mains du mécanicien sont écorchées jusqu'au sang par les leviers. Il est pratiquement suspendu dessus de tout son corps. Quand le combat s'apaise, Volkov grimpe sur la tourelle. Le champ de Prokhorovka brûle. Des centaines de brasiers jusqu'à l'horizon. La fumée noire cache les étoiles. Ça sent la viande brûlée et le métal fondu. Volkov regarde son char. Il est couvert de bosses, mais pas de pénétration traversante. De la chance. Juste de la chance.
Aujourd'hui, ils ont déjoué la mort. Ils ont forcé une machine obsolète à faire l'impossible. Mais Volkov comprend. Le temps du KV est révolu. Dans ce combat, ils ne se sentaient pas dans une forteresse, mais dans une cible. Le blindage dont ils étaient fiers en 41, en 42, est maintenant percé. La course au calibre, commencée près de Rossochnaya, a conduit au fait que la technique vieillit plus vite que les hommes. La Jeep du commandant de bataillon s'arrête à côté. « Vivant, Volkov ?» Le major le regarde avec des yeux rouges et enflammés. « Vivant. On a brûlé un tigre. »« Un seul ?» Le major crache la poussière. « Il y en a des centaines là-bas. Demain, ils reviendront. Prépare la machine. On amène les obus dans 1 heure. » Volkov hoche la tête. Pas de dialogue sur la victoire. Il n'y a que la fatigue et la compréhension que demain, tout recommencera. Chercher de nouveau des abris, compter de nouveau les mètres, prier de nouveau sur les cordons de soudure de Vera Ogorodnikova, qui doivent maintenant encaisser le choc d'obus capable de percer un rail dans le sens de la longueur. L'évolution de la guerre est impitoyable. Elle met la ferraille au rebut, mais exige que les hommes restent dans le rang. Le KV-1 a gagné du temps pour le pays, mais son propre temps s'est écoulé sur ce champ, parmi les squelettes noirs de la technique calcinée. Le jour de demain exigera une nouvelle arme. Et en attendant, l'équipage tombe de fatigue, s'endormant directement sur le blindage qui refroidit, sous le ciel ouvert qui continue de rougeoyer des incendies. Hiver 1944. Point de rassemblement des troupes blindées à l'arrière. Ici, c'est calme. Les obus n'arrivent pas jusqu'ici. Pas besoin de rentrer la tête dans les épaules. Mais ce calme est trompeur. C'est le silence d'un cimetière et d'une maternité en même temps. Sur le champ enneigé se tiennent des rangées de véhicules. Certaines machines, noires, brûlées, aux flancs déchiquetés, attendent la refonte. D'autres, sentant la peinture fraîche et la graisse de conservation, attendent les équipages. Le lieutenant, devenu capitaine Volkov, se tient près de son KV-1. Celui-là même qui les a sortis de l'enfer de Stalingrad et de la boucherie de Prokhorovka. Le char ressemble à un vieux combattant roué de coups qui n'a plus de force. Le moteur est déposé pour révision capitale, les chenilles pendent. Il n'y a pas un endroit intact sur le blindage. Une carte continue d'impact, de cicatrices de ricochets, de pièces rapportées soudées. Ce métal est fatigué. En physique, il existe la notion de fatigue du matériau. Les micro-fissures s'accumulent, le réseau cristallin change. Le blindage, qui, il y a 1 an et demi, était impénétrable, est maintenant devenu fragile. Mais ce n'est pas seulement une question de fatigue du métal. C'est une question d'évolution de la mort. Dans les bureaux d'études, dans les cabinets de Kotin et Doukov, on a compris depuis longtemps. Le temps du Kliment Vorochilov est révolu. La course au calibre, entamée par les Allemands avec leurs Tigres et Panthères, a rendu le concept du KV obsolète. Les 76 mm de son canon sont des piqûres d'épingle pour le nouveau félin allemand. Le blindage du KV, placé verticalement, sans angle d'inclinaison rationnel, ne tient plus le choc des canons anti-aériens de 88 mm. Il fallait une réponse. Et la réponse ne devait pas être symétrique, mais écrasante. Il ne fallait pas juste un char, mais un bélier, capable d'enfoncer la défense et d'arracher les tourelles des tigres. Sur les plateformes ferroviaires, sous des bâches, se trouvent de nouvelles machines. Leurs formes ont changé. L'aspect anguleux propre au KV a disparu. Les tourelles sont devenues profilées, trapues. Les pièces frontales de la coque sont disposées selon des angles aigus pour que les obus ricochent. C'est l'IS-2, Iosif Staline,
Deuxième modèle. Volkov transfère ses affaires. Sacoche, casque, lampe torche allemande capturée. Il passe la main sur le blindage froid du vieux KV. Ce n'est pas un adieu à un ami. C'est la remise d'un outil au magasin. Un outil qui a fait son travail, s'est émoussé et ne convient plus pour couper le nouvel acier allemand plus dur. « Camarade capitaine, réceptionnez l'appareil !» crie le contremaître de la réception militaire. Volkov s'approche de la nouvelle machine. Elle est énorme, mais semble en même temps prédatrice, plaquée au sol. Mais le principal, c'est le canon. Un long tube avec un frein de bouche massif à 2 chambres à l'extrémité. 122 mm. Un calibre qu'on ne mettait auparavant que sur des canons de corps d'armée et des navires. Maintenant, cette puissance a été fourrée dans une tourelle de char. À côté, 2 mécaniciens s'affairent sur la culasse du canon en levant la graisse. « Regarde-moi cette culasse !» tonne l'un d'eux en s'essuyant les mains avec un chiffon. « C'est un coffre-fort, pas une culasse. Chargement séparé. L'obus à part, la douille à part. Le temps de charger, t'as le temps de transpirer. Par contre, quand ça tape, l'équipage allemand sort par le pot d'échappement, répond le second en graissant les glissières. 122 mm. Avec l'explosif, tu peux plier des maisons. Et le perforant, on dit qu'au polygone, il a traversé une panthère de part en part, a arraché la tourelle de son chemin de roulement et a continué de voler. La cadence de tir est faible, 2-3 coups par minute. Et pourquoi tu veux te presser? C'est pas une mitrailleuse. Un tir, un mort. C'est pas comme le KV, où il fallait toucher 10 fois pour assommer l'Allemand. Ici, un impact, c'est une condamnation. Volkov grimpe dans l'écoutille. L'odeur est différente à l'intérieur. Pas cette odeur incrustée de brûlé et de peur qui imprégnait le KV. Ça sent le caoutchouc, le cuir neuf des sièges, l'électricité. Il y a moins de place. L'énorme culasse du canon D-25T occupe la moitié du compartiment de combat. Les munitions, seulement 28 coups. C'est peu. Chaque erreur du pointeur coûte maintenant 3 fois plus cher. Mais chaque tir précis est une destruction garantie. C'est une autre philosophie de la guerre. Le KV était une forteresse créée pour la défense, pour contenir, pour survivre sous une pluie de coups. L'IS-2 est une épée. Une lourde épée à 2 mains de berserker. Il n'est pas créé pour endurer, mais pour tuer. Son blindage est plus épais, mais sa protection principale est son canon. Il doit détruire l'ennemi avant que celui-ci n'ait le temps de viser les zones vulnérables. Alors, la bête, dit doucement Volkov, en saisissant les poignées de commande de la tourelle. Le moteur électrique bourdonne différemment. Plus aigu, plus méchant. La tourelle pivote avec fluidité. Dans le viseur, un réticule avec de nouvelles échelles de distance. Maintenant, il peut frapper à 2 km. La parité est rétablie. Le monopole allemand sur le combat à longue distance est terminé. L'équipage charge les obus. Ils sont lourds. L'obus explosif pèse 25 kg. Le chargeur, un gars costaud aux racines sibériennes, grogne en les rangeant dans les râteliers. « C'est lourd », lance-t-il. « Mais c'est fiable », coupe Volkov. « Mieux vaut se casser le dos que de brûler. » Sur la voie voisine, un train se forme. Les chars T-34 ont aussi changé. Ils ont de nouvelles tourelles, plus spacieuses, et des canons de calibre 85 mm. Toute l'armada blindée soviétique fait peau neuve. La technique de 41 et 42 entre dans l'histoire, à la refonte, dans les unités d'instruction. La guerre a franchi l'équateur. Maintenant, il ne s'agit plus d'arrêter l'ennemi, mais de le chasser. Le chasser jusqu'à Berlin même. Et pour cela, il faut de la vitesse et du calibre. Volkov donne l'ordre de démarrage. Le moteur V2IS, gonflé,
avec un système de refroidissement modifié, rugit d'une voix de basse. Un nuage de fumée bleuâtre s'échappe des échappements. Le char tressaille et descend doucement de la plateforme sur le sol. Les larges chenilles mordent dans la terre gelée, laissant de profondes cicatrices. Le vieux KV reste debout dans la rangée des machines réformées. Ses écoutilles sont ouvertes, comme des orbites vides. Il regarde partir son successeur. Pas de sentimentalité. La technique vieillit plus vite que les hommes. C'est la loi du progrès, payée par le sang. Le char de Volkov mourait par morceaux. Près de Rossochnaya, on lui a cassé la transmission. Près de Stalingrad, on a martyrisé son blindage. Près de Prokhorovka, on l'a privé de son statut d'invulnérabilité. Mais il a préservé l'équipage. Il a rempli sa fonction. C'est maintenant au tour du Iosif Staline. Une colonne de nouveaux chars lourds s'aligne sur la route. Il ressemble à une meute de sauriens préhistoriques bardés de fer. Puissants, dangereux, prêts à bondir. Volkov ferme l'écoutille. Dans les écouteurs, les ondes grésillent. « Colonne, en marche !» Le cliquetis des chenilles se fond en un grondement unique. Ils vont vers l'ouest, là où les ménageries allemandes se croient encore maîtresses de la situation. Mais ils ne savent pas encore que pour chaque tigre, un chasseur de calibre 122 mm a été trouvé. Le dialogue de l'acier et du feu continuera, mais les arguments du côté soviétique sont devenus plus lourds. Exactement de 16 kg d'explosifs dans un seul obus. Le vacarme à l'intérieur de la tourelle de l'IS-2 diffère de celui du KV. Ici, il est plus dense, plus épais. Le canon de 122 mm crée au tir une pression qui ne frappe pas les oreilles, mais directement la cage thoracique, coupant le rythme cardiaque. Le capitaine Volkov y est habitué. Son corps est depuis longtemps devenu une extension de la culasse, du viseur, des leviers. Mais dans les moments d'accalmie, quand le diesel passe au ralenti et que la fumée de poudre s'en va lentement dans la ventilation, il ressent autre chose. Il passe la main sur le joint interne de la tourelle. Le métal ici est grossier, rugueux. Le cordon de soudure n'est pas meulé. Il dépasse comme une cicatrice inégale. Un ingénieur allemand appellerait cela un défaut. Le char allemand est léché à l'intérieur, peint en émail couleur ivoire, ergonomique. Le char russe à l'intérieur est une caverne, pleine d'angles vifs et de surfaces non traitées. Mais Volkov connaît le prix de cette grossièreté. À des milliers de kilomètres d'ici, dans l'Oural, le quart ne finit pas au coup de sifflet, mais à la chute de l'homme. Vera Ogorodnikova ne quitte pas son poste. Elle glisse le long du mur, ses jambes ne la tiennent plus. Des taches violettes dansent devant ses yeux, les lapins de la soudure qu'aucun masque n'arrête. Son bleu est brûlé à 10 endroits, ses mains sont noires de calamine et d'huile. Elle a 19 ans, mais elle en paraît 40. Elle n'a pas la force d'aller jusqu'au baraquement. Elle s'endort juste là, dans l'atelier, sous le fracas des marteaux pneumatiques, la joue collée contre un patin de chenille encore chaud. Mais avant de tomber, elle a posé le cordon. Régulier, sans un seul port, sans inclusion de laitier. Elle aurait pu bâcler. Elle aurait pu accélérer l'avance du fil. Elle aurait pu ne pas souder la racine du joint. Personne n'aurait remarqué. Les contrôleurs qualité sont aussi des hommes. Ils dorment aussi debout. Mais elle ne l'a pas fait. Pas par peur de la punition, mais par une compréhension animale, viscérale. S'il y a un trou ici, alors là-bas, dans le char, il y aura la mort. Volkov ne voit pas cela, mais il le sent. Dans le combat près de Sandomierz, quand les tigres royaux allemands ont déboulé en tir direct, c'est précisément ce canal de communication invisible qui a sauvé l'équipage. Un obus de 88 mm a frappé la pommette de la tourelle. Le choc a été d'une telle force
que les instruments d'observation ont été arrachés, et le chargeur a volé vers la culasse, se mettant le visage en sang. Le blindage a résonné comme une cloche. Selon les lois de la physique, l'acier moulé aurait dû se fissurer. La limite d'élasticité, la fatigue du matériau, l'énergie cinétique, toutes les équations étaient contre le char soviétique. Mais le blindage a tenu. Volkov regarde la bosse de l'intérieur. L'obus n'est pas passé. Il s'est enlisé, a éclaboussé son énergie, mais n'a pas rompu la liaison des molécules. Et il n'y a là aucun mysticisme, c'est une simple honnêteté. L'honnêteté du fondeur qui a maintenu la coulée 10 minutes de plus pour brûler le soufre. L'honnêteté du technologue qui, risquant sa tête, a changé le régime de trempe. L'honnêteté de la soudeuse Vera qui guidait l'électrode d'une main tremblante, mais dont la volonté n'a pas tremblé. « Vivant !» la voix de Volkov râle. « Vivant, camarade capitaine !»« Juste l'oreille qui siffle », répond le mécanicien. Volkov comprend. Ils ne combattent pas seuls. Dans cet espace étroit, bourré d'obus et de gazole, il n'y a pas 4 personnes. Ici, invisiblement, toute l'usine est présente. Des milliers de gens, qui n'ont jamais vu un Allemand dans un viseur, tiennent cette plaque de blindage de leurs épaules. Ils la soutiennent de l'intérieur, l'empêchant de plier. C'est cela, le fameux blindage spirituel. Les obus allemands sont calculés pour percer de l'acier homogène. Ils connaissent la dureté Brinell, la viscosité, la résistance à la rupture. Mais ils ne peuvent pas calculer le coefficient de haine et le coefficient de sacrifice. La technique allemande est le triomphe de l'ingénierie. C'est un esprit froid, impeccable. Le tigre est fait comme s'il était préparé pour une exposition de réalisation. Chaque pièce est ajustée, chaque boulon est serré à la clé dynamométrique. Mais derrière ce métal, il n'y a qu'un ordre et un salaire en Reichsmark. Il n'y a pas ce cordon ombilical qui lie l'assembleur à Essen et le tankiste en Pologne. L'ouvrier allemand a peur des bombardements et veut de la bière. L'ouvrier soviétique veut que son char arrive jusqu'à Berlin et écrase la vermine qui a tué son frère. C'est là la différence. Et c'est pourquoi Volkov, en rechargeant le canon, ne ressent pas la peur, mais la fureur froide de la responsabilité. Il n'a pas le droit de trahir ceux qui ont fabriqué cet obus. « Perforant !» commande-t-il. « Pour Vera, pour l'Oural !» Le chargeur enfonce l'obus dans la culasse. Le claquement de la culasse sonne comme un sceau. Volkov attrape dans son réticule le flanc du tigre royal. Celui-ci s'est exposé, sûr de son invulnérabilité. L'Allemand pense que les 150 mm de son blindage sont un absolu. Il ne sait pas que contre lui travaille non seulement 122 mm d'acier. Contre lui travaille un condensé de volonté concentrée d'un peuple de millions d'âmes, comprimé sous la forme d'une coiffe perforante. Tire. Le char recule, encaissant le recul. L'obus part vers la cible. Une seconde plus tard, la tourelle du poids lourd allemand saute de son chemin de roulement. L'explosion des munitions disloque la machine allemande de l'intérieur. « Fini !» hurle le pointeur. Volkov essuie la sueur de son front. Ses mains sont noires, pleines d'huile. Il regarde ses paumes. Elles sont les mêmes que celles de ceux qui se tenaient aux machines-outils. Des mains grossières, calleuses, des mains d'ouvriers. La guerre est un travail pénible. Ce ne sont pas des parades ni des drapeaux. C'est de la boue, du sang et de la sueur, mélangés à parts égales. Le front et l'arrière ont fusionné en un mécanisme unique. Impossible de séparer où finit le convoyeur de l'usine et où commence le champ de bataille. Le char est l'aiguille qui coud ces deux mondes. Et tant que le fil ne casse pas, tant que le cordon de soudure tient le coup, tant que Volkov trouve la force d'appuyer sur la détente et que Vera trouve la force de se lever pour aller à sa machine, on ne brisera pas ce pays.
Le soir, à la halte, Volkov n'écrit pas de lettres. Il n'a plus de mots. Il est simplement assis sur le blindage, le dos appuyé contre la tourelle. La chaleur du moteur le réchauffe à travers sa combinaison. Il caresse le flanc rugueux de la machine comme le flanc d'un être vivant. « Merci », pense-t-il. « Merci de ne pas avoir bâclé. Merci de ne pas vous être endormi. » Quelque part loin, à Tcheliabinsk, Vera se réveille de froid. Elle a 15 minutes pour le déjeuner, de l'eau bouillante et un morceau de pain. Ensuite, retour au travail. Elle ne sait pas que son char vient de détruire un tigre royal. Elle sait juste qu'elle doit souder. Et cet accord silencieux entre eux est plus solide que n'importe quel alliage. C'est la seule chose qu'il est impossible de percer avec un calibre 88. Parce que l'esprit n'a pas de densité, on ne peut pas le mesurer, mais c'est lui qui tient le coup quand le métal est déjà prêt à céder. Mai 1945, Berlin. L'air ici a la densité du béton. C'est une suspension de poussière de briques, de suie et de plâtre qui ne retombe pas pendant des semaines. Le soleil perce cette puanteur comme une tache terne et maladive. Ici, au centre du Reich de Milan, se termine la grande course à la survie, commencée 3 ans plus tôt dans les steppes près de Voronej. Le colonel Volkov regarde dans le périscope de commandement de son IS-2. Il commande maintenant un régiment de percés, mais ce dernier combat, il le mène lui-même. Pas par héroïsme, simplement, il doit finir le travail. Amener ce morceau d'acier de l'Oural à son point logique. Les rues de Berlin sont un labyrinthe de morts. Il n'y a nulle part où manœuvrer. Les larges avenues sont barrées par des barricades faites de tramways et de pierres cassées. Les distances de combat sont réduites à un jet de grenade. Son char a une allure étrange. Sur la tourelle et les flancs sont soudés des écrans grillagés. De simples sommiers de lits, des morceaux de clôture, tout ce qu'on a trouvé. Ce n'est pas une modernisation d'usine, c'est une protection artisanale contre les soldats armés de Panzerfaust. Berlin est inondé d'adolescents et de vieillards avec des lance-grenades jetables. La grenade à charge creuse du Panzerfaust brûle 200 mm de blindage. Contre elle, l'acier allié et les angles d'inclinaison rationnels sont impuissants. Le seul salut est de forcer la charge à détonner plus tôt, sur le grillage, pour que le jet de cuivre en fusion se disperse dans l'air sans atteindre le blindage principal. « Infanterie, tenez les fenêtres !» La voix de Volkov sur les ondes est rauque. Il est fatigué, mortellement fatigué. Les fantassins du groupe de débarquement marchent sur les côtés de la machine, arrosant les étages de feu. Un char sans infanterie ici est un mort. L'infanterie sans char, ce sont des condamnés. Une symbiose forgée par le sang. Devant, la Königsplatz, le Reichstag, un immense bâtiment gris, rongé par la petite vérole de la guerre. Ce n'est plus un symbole de pouvoir, c'est juste un bunker très solide, bourré de fanatiques de la SS. « À droite, 2e étage, flash !» hurle le pointeur. Impact. Le jet de la charge creuse frappe la tourelle. Le grillage, soudé par les mécaniciens encore sur l'Oder, encaisse le coup. L'explosion déchire le treillis métallique, mais le blindage tient. Volkov sent le char tressaillir. À l'intérieur, de la calamine tombe. Explosif, dans la fenêtre, 122 mm. L'obus de 25 kg vole dans l'embrasure de la fenêtre. L'explosion à l'intérieur du bâtiment souffle le mur de façade entier. Les étages s'effondrent, ensevelissant sous eux le tireur de roquettes. L'IS-2 ne perce pas les murs, il les démolit. C'est un argument contre lequel la garnison de Berlin n'a pas d'objection. Le char rampe à travers les décombres. Les chenilles craquent,
broyant des débris de meubles, des livres, la vie abandonnée de quelqu'un. Le moteur rugit, s'étouffant de poussière. La température de l'huile dans la transmission est critique, mais impossible de s'arrêter. Volkov ferme les yeux une seconde. Devant son regard intérieur, surgit juin 42. Rossochnaya. L'herbe jaune, la chaleur qui fait fondre l'horizon. Les visages de son premier équipage. Sergueï, le mécanicien, brûlé vif près de Koursk. Kolia, le chargeur, tué par un sniper sur le Dniepr. Ils sont tous ici, dans cette machine. Ils ne sont pas arrivés au bout, mais leur fureur y est arrivée. À l'époque, en 42, ils étaient des victimes. Ils grognaient, reculaient, mouraient, gagnant du temps. Maintenant, ils sont les juges. Et la sentence qu'ils portent dans la culasse du canon est définitive et sans appel. « Je vois la cible. Automoteur près des colonnes. » Le rapport du pointeur ramène à la réalité. À l'entrée du Reichstag, derrière des sacs de sable, un canon d'assaut allemand montre les dents. Le dernier rictus de la bête. « Perforant, arrêt !» Le mécanicien écrase les freins. Le colosse de plusieurs tonnes pique du nez et se fige. Une seconde pour la viser, tire. Le recul très puissant berce le char. La douille tombe sur le plancher avec un tintement. Volkov voit dans le viseur la casemate de l'automoteur allemand se fendre en deux. La détonation des munitions arrache le toit et le projette en l'air. « C'est propre, en avant !» Il débouche sur la place. Autour, c'est l'enfer. Des tirs de toutes parts. Les traçantes dessinent des lignes dans l'air gris. Les katyutchas tirent en tir direct. Mais Volkov ressent un calme étrange. C'est la finale. Il le sait. Les Allemands le savent aussi. Leur résistance est une agonie. Les convulsions d'un organisme mourant. L'IS-2 arrive aux marches du Reichstag. Plus nulle part où aller. « Stop, machine. Coupe le moteur. » Le moteur se tait. Et dans le silence soudain, qui semble plus fort que la canonnade, on entend le métal refroidir. Des cliquetis, des craquements. Le char respire. Il est chauffé à blanc. Une chaleur émane du blindage comme d'un four. Volkov ouvre difficilement l'écoutille. Elle est lourde, comme remplie de plomb. Le colonel s'extrait sur la tourelle. Ses jambes sont en coton. Il s'assoit sur le bord de l'écoutille, jambes pendantes à l'intérieur. Autour, les ruines fument. Berlin est terrassé. Le repère de la bête est détruit. Mais il n'y a pas de joie. Il y a le vide. Un immense trou noir à l'intérieur, brûlé par les années de guerre. Des fantassins s'approchent du char. Crasseux, dans des vestes déchirées, les yeux fous. Ils ne crient pas « Hurrah !» Ils s'assoient simplement sur les marches, sur les débris de colonnes, sur la terre. Quelqu'un allume une cigarette d'une main tremblante. Quelqu'un sort une gourde. « C'est fini, camarade colonel ?» demande un jeune sergent en regardant Volkov de bas en haut. « C'est fini, fiston !» La voix de Volkov semble étrangère, grinçante. « On les a achevés. » Volkov regarde son char. Le frein de bouche noirci de suie, les écrans hachés par les éclats. Cette machine est le sommet de l'évolution de la mort. Elle est idéale pour tuer. Mais maintenant, à cette minute, elle devient inutile. Son travail est fait. Il se souvient de Vera Ogorodnikova. Est-ce qu'elle soude encore là-bas, à Tcheliabinsk? Ou la sirène de l'usine a-t-elle déjà annoncé la fin du quart? Il regarde ses mains. Elles tremblent encore. Ce n'est pas un tremblement de peur, c'est une vibration accumulée pendant 4 ans. La vibration de millions de tirs, de millions de coups de marteau,
de millions de cœurs battant à l'unisson. Le prix. Quel prix immense a été payé pour cette vue sur la coupole détruite. Volkov sort un paquet de Bellomore Canal, écrase le bout du carton, fait claquer son briquet capturé. La petite flamme danse dans le vent. Le silence devient dense. On entend quelque part au loin jouer un accordéon. On entend quelqu'un pleurer parmi les soldats. Pas de chagrin, de décharge nerveuse. Les nerfs lâchent. Volkov tire une bouffée. La fumée âcre remplit ses poumons. Ils ont survécu à une course où il n'y avait aucune chance. Ils ont fondu la peur en blindage et la fatigue en calibre. Le KV-1, près de Rossochnaya, a commencé ce chemin, encaissant le premier coup. L'IS-2 à Berlin a mis le point final, enfonçant le dernier clou dans le cercueil du Troisième Reich. Le cercle est bouclé. L'acier refroidit. Mais les hommes qui sont passés par ce feu ne refroidiront jamais. Ils resteront pour toujours là-bas, dans les viseurs, dans les leviers, dans le fracas infini qui résonnera désormais uniquement dans leurs rêves. Notre époque. Musée des blindés. Un hangar immense et résonnant, inondé d'une lumière néon froide. Ici, ça sent la poussière, la vieille graisse et un peu l'humidité du béton. Cette odeur diffère de celle du polygone ou de l'atelier. C'est l'odeur de l'histoire conservée dans le repos. Ici, pas d'agitation, pas de cris de commandement, pas de cliquetis de culasse. Seulement le silence, troublé par les pas de rares visiteurs et le bourdonnement du système de ventilation. Au milieu de la salle, sur un piédestal en béton, il est là. L'IS-2. Peut-être celui-là même qui a pris Berlin, ou son frère jumeau. Sous la couche de peinture verte de parade, si l'on regarde bien, on voit encore les cicatrices. Les bourrelets grossiers de soudure sur la tourelle. Les bosses sur les pommettes de la coque, peintes, mais pas disparues. Ce ne sont pas des défauts de moulage. Ce sont les empreintes digitales de l'époque. C'est la mémoire du métal sur la façon dont on a essayé de le tuer. À côté du char se trouve un stand interactif. L'écran clignote, proposant d'appuyer sur le bouton « Lecture ». Sur l'enregistrement en noir et blanc, un vieillard. Son visage est sillonné de rides, comme une carte de la ligne de front par des tranchées. Sur sa veste, il n'y a plus de place libre à cause des barrettes de décoration, mais il est assis voûté, ses mains lourdes et noueuses posées sur les genoux. C'est le colonel Volkov. L'enregistrement a été fait dans les années 80. La voix sur la bande est grinçante, sourde, interrompue par la respiration lourde d'un homme dont les poumons sont à jamais encrassés par la suie de l'année 42. « Les écoliers me demandent souvent, » dit Volkov depuis l'écran. « Est-ce que c'était effrayant de brûler ? Est-ce que ça faisait mal de perdre des amis ? Ils attendent de beaux mots. Ils veulent entendre parler d'héroïsme, de comment nous nous jetions sur les meurtrières en criant « Pour la patrie !» Et je ne sais pas quoi leur répondre. Parce qu'à la guerre, il n'y a pas de beaux mots. Il n'y a que du travail. Un travail dur, sale, d'homme. Et la peur. Une peur animale, poisseuse, qui vit dans tes tripes et ne te lâche pas une seconde. L'héroïsme, ce n'est pas l'absence de peur. L'héroïsme, c'est quand tu fais ton travail, malgré le fait que tes jambes ne t'obéissent plus et que tes mains tremblent. La caméra glisse sur le blindage du char. Maintenant, dans le silence du musée, on voit particulièrement bien la texture du métal. La tourelle moulée n'est pas juste un morceau d'acier, c'est le magma figé de l'effort humain. Volkov sur l'écran continue, et ces mots
semble résonner avec le corps même de la machine. Les Allemands, c'étaient d'excellents ingénieurs. Leur tigre, c'est une horloge, un mécanisme précis, confortable, avec une optique excellente, avec un canon puissant. Techniquement, ils nous surpassaient souvent. Mais ils ont perdu. Vous savez pourquoi? Parce que leur char était juste une machine, un produit de la firme Henschel. Et notre char était un cordon ombilical. Le vieillard sur l'écran fait une pause, cherchant ses mots. Il a du mal à parler de choses élevées. Il est habitué aux ordres et aux jurons. Un cordon ombilical qui nous liait à la maison. J'étais assis dans la tourelle près de Prokhorovka et je savais. Ce blindage a été soudé par une gamine à Tcheliabinsk. Peut-être la même que ma sœur. Elle ne dormait pas pendant des jours. Elle avait faim. Elle se brûlait les yeux avec la soudure pour que ce joint ne pète pas. Si je recule, si je rate, si je fais le lâche, alors je la trahis. Alors son travail partira en fumée. Nous n'avions pas le droit de mourir juste comme ça. Nous étions obligés de vivre pour justifier leur sacrifice à l'arrière. La voilà, la formule principale de la victoire. Elle n'est pas dans les millimètres de calibre, ni dans l'épaisseur des plaques de blindage. Elle est dans le fait que le front et l'arrière ont fusionné en un organisme unique, indissoluble. Impossible de séparer le soudeur au four Martin et le pointeur au viseur. C'étaient les deux mains d'un seul corps qui se battaient pour la survie. La machine de guerre allemande fonctionnait à la discipline et au calcul. La machine soviétique fonctionnait à la supraconductivité de la fureur et de la responsabilité l'un envers l'autre. Dans la salle voisine se trouve un tigre royal. Il est énorme, imposant, beau d'une beauté prédatrice et technique. Mais il est mort. Il s'en dégage du froid. C'est un monument aux ambitions, un monument à la technologie détachée de la vérité de la vie. Alors que l'IS-2 semble vivant, il est chaud. On dirait que si on colle l'oreille au blindage, on peut entendre le bourdonnement des ateliers de Tankograd, le claquement des roues des trains, les jurons des mécaniciens et les râles des blessés. Ce char est un accumulateur de l'énergie de millions de gens, qui ne s'est pas déchargé même après des décennies. Le métal rouille. La voix de Volkov devient plus basse. Le temps est impitoyable, même envers l'acier allié. Les chenilles s'affaissent, les moteurs pourrissent de l'intérieur. Dans 100 ans, il ne restera de ces machines que de la poussière. Mais il y a ce qui ne rouille pas. C'est cet alliage qui a surgi entre nous à l'époque. L'alliage de l'acier et de l'esprit. C'est la compréhension que tu n'es pas une unité. Tu es une partie d'un tout. Et tant que ce tout tient bon, on ne peut pas nous briser. Par aucun calibre. Par aucune technologie. Sur l'écran défilent des images d'archives. Et se superposent les unes aux autres. Le visage d'un tankiste crasseux sortant de l'écoutille en 43 se transforme doucement en visage de femme portant le foulard d'usine, essuyant la sueur de son front. Les étincelles de la soudure se transforment en éclairs de tir. La fumée des cheminées d'usine se mélange à la fumée des incendies. Le tapis roulant avec les ébauches d'obus se transforme en bande d'alimentation des munitions dans le char. Ce n'est pas une métaphore. C'est la fixation documentaire de la réalité. Le char était simplement un outil, une aiguille avec laquelle le peuple recousait le tissu de l'histoire déchirée par la guerre. Et cette couture s'est révélée si solide qu'elle tient le monde jusqu'à aujourd'hui. L'écran s'éteint. Le vieillard se tait. De nouveau le silence. Seulement le bourdonnement de la ventilation. Les visiteurs, des adolescents en basket à la mode, de jeunes couples, restent silencieux. Ils regardent le char. Peut-être ne connaissent-ils pas les caractéristiques techniques.
Peu leur importe quelle était la vitesse initiale de l'obus BR 471. Peu leur importe combien de chevaux développait le moteur. Mais elles ressentent l'essentiel, la lourdeur monstrueuse de ce qui a été accompli. L'IS-2 se tient immobile. Son canon avec frein de bouche regarde le mur. Le canon est baissé, signe de paix, mais la culasse est fermée. C'est un avertissement. C'est un testament écrit dans une langue qui ne nécessite pas de traduction. La langue de l'acier et du feu. La victoire, ce n'est pas une fête avec des feux d'artifice. La victoire est le résultat d'une tension des forces au-delà des limites, quand l'impossible devient la norme. C'est du travail. Un travail qui brise l'échine des ennemis et brûle le cœur des vainqueurs. La lumière dans le hangar clignote et s'éteint, ne laissant que l'éclairage de service. Dans la pénombre, la silhouette du char ressemble à une bête endormie. Il a rempli sa mission. Il a amené l'équipage jusqu'à Berlin. Il a préservé la vie de ceux qui ont ensuite engendré des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, de ceux qui se tiennent maintenant devant lui. L'histoire n'est pas dans les manuels. L'histoire, la voilà. Dans ces cordons de soudure grossiers qui n'ont pas pété, dans ce blindage qui a tenu, et dans ce silence qui survient après le dernier coup de feu.